Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve après cette 14e semaine de compétition NFL. Il ne reste plus que 4 matchs pour les équipes pour se départager, certains pour le first pick, d'autres pour le first seed. Ça nous rappellera le podcast que l'on a fait la semaine dernière et que l'on vous invite à aller écouter si ce n'est pas encore fait. Nous, on va revenir en ce mardi sur toutes les actualités, tout ce qui s'est passé pendant cette 14e semaine de compétition, et Dieu sait s'il s'en est passé des choses. Aujourd'hui, on est presque entre gens vainqueurs ou gens qui n'ont pas joué. Il y a Vince qui était au repos cette semaine. Salut mon Vince, comment ça va ? Salut Flav, oui, un peu au repos, effectivement. On a quand même suivi cette semaine de NFL avec grande attention. Il y a eu des matchs, beaucoup de surprises, des matchs qui auraient dû être gagnés plus facilement, d'autres plus difficilement. Voilà, donc écoute, on va parler de tout ça pendant cette petite heure, parce que vous savez très bien que quand je fais un podcast, ça dure pas très longtemps quand je suis là. Non, généralement non. Quelqu'un qui a retrouvé, on va peut-être pas dire le sourire, mais un léger rictus. C'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, salut Vince, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh bien écoute, pour la première fois depuis plusieurs semaines, je respire un petit peu. Alors on va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais ça fait du bien de temps en temps de se dire « Ah, ce week-end, on a gagné ». Oui, c'est une bonne chose. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Alors, il nous fallait bien une personne qui a perdu dans ce podcast, évidemment. Sinon, ce serait plus le podcast de TFA. Bon, on le pardonnera parce qu'il a perdu contre la meilleure franchise de l'histoire. Salut mon Yaya, comment ça va ? Eh ben, ça va très bien. Mais écoute, j'ai envie de te dire une défaite, mais qui me réjouit. Road to the first pick. Et meilleure franchise de l'histoire quand on n'a qu'un seul Super Bowl dans toute son histoire. Et c'est ainsi que Yaya vient de perdre le droit de parole pendant la prochaine heure. Alors, on commence tout de suite avec... allez, on va commencer avec le Sunday Night Football entre les Chiefs et les Chargers. Les Chiefs de Kansas City qui ont gagné, qui sont champions de division AFC West. Ça y est, c'est officiel. Ils étaient déjà qualifiés depuis la fin de la semaine 13. J'ai envie de dire, mon Seb, comme d'hab, une semaine au boulot, ils ont gagné à la Chiefs. Écoute, j'ai l'impression de me répéter quand même depuis un certain nombre de semaines. C'était moche, mais ça a gagné. Tout s'est décidé sur un field goal de 47 yards de Matthew Wright, troisième kicker utilisé par Kansas City cette saison. Wright qui fait d'ailleurs, je crois, un 4 sur 4 sur cette rencontre. On va rester sur quelque chose de factuel. C'est la 15e victoire de suite décidée par une différence d'une possession ou moins pour Kansas City. C'est la plus longue série en cours et c'est leur 9e titre de division de suite. C'est la plus longue série après le règne de la terreur de New England entre 2000 et 2019. Un seul touchdown marqué offensivement par DeAndre Hopkins qui vit une belle saison depuis qu'il est arrivé à Kansas City. Le meilleur receveur de la rencontre, c'est Travis Kelce avec 5 réceptions pour 45 petits yards. Patrick Mahomes, presque comme d'habitude, se contente du minimum syndical, 24 sur 37, 210 yards, un touchdown, mais une fois de plus, ces chiffres-là ne reflètent pas la mainmise qu'il a eue sur le match, et en particulier, comme d'habitude, en fin de rencontre, où il lui a suffi d'orchestrer un drive de 34 yards à peine, mais qui durera 4 minutes 55 et 4 minutes 55 d'agonie pour les Chargers. Il est à noter que Mahomes trouve quand même le moyen de gagner malgré 3 sacs encaissés, 7 hits et 38,1% de mise sous pression qui l'ont obligé à lancer très vite. Alors, on peut se demander combien de temps cela va-t-il durer, parce que ces victoires au bout du suspense, elles ont quand même un coût physique et mental, et la protection poreuse dont bénéficie Mahomes quand même commence à être assez évidente. À noter aussi tout de même, c'est que Kansas City menait 13-0 à la mi-temps. Cette victoire n'aurait pas dû être aussi compliquée pour eux, et en défense, eh bien, c'est peut-être là que le bas a blessé, parce que le pass rush était aux abonnés absents. Pour exemple, 5 pressions réalisées sur 26 tentatives de passe lorsque Kansas City ne lance pas de blitz. Alors, on va dire, pour ceux qui aiment le suspense, peut-être qu'on peut espérer un faux pas de Kansas City, mais
je suis pragmatique, je suis pas sûr que ce soit prévu pour cette saison. Je vous recommande la magnifique chanson qui est sortie sur le profil de Mathieu Van Ball sur les Chiefs de Kansas City. Ceux qui ne l'ont pas encore entendu, vous irez écouter ça. Ce sera toujours un bonheur. Voilà. Et puis on salue Mathieu. Oui. Et évitez de la mettre, si vous travaillez en open space et que vous l'écoutez au boulot, évitez de la mettre avec le son à fond. Je dis ça, c'est pour votre carrière. Hein. Évitez de le regarder 3 fois de suite parce que ça reste un peu dans la tête derrière aussi. Not safe for work. Voilà. Mon cher Yaya, on a eu, comme l'a dit Seb, un dernier drive de Kansas City, parce que Seb, il est gentil, il a pas précisé que le field goal avait frappé le poteau de Matthew Wright. Quel poteau a-t-il frappé? Et le poteau gauche. Voilà, qui change, n'est-ce pas, de Harrison Butker, qui a tendance à être trop à droite. D'habitude. Pas de politique, monsieur, pas de politique. Non, je dis que Harrison Butker a tendance à frapper à droite. C'est bizarre pour quelqu'un qui s'appelle Wright de taper à gauche, mais bon. Oh, joli. Ouais, oui. Et en tout cas, poteau rentrant, donc, pour notre ami Matthew Wright. Mais ça arrive quand même au terme d'un drive parfaitement orchestré par Patrick Mahomes. Effectivement, il n'y a eu que 34 yards parce qu'il y a eu un petit problème sur le kick-off qui est parti n'importe où. Donc, ils ont démarré de la ligne des 40. Mais, comme d'habitude, quand il faut, Mahomes est là. Oui, c'est une équipe qui est pleine de certitudes, qui sait exactement quoi faire, quand faire. Et quand ils ont besoin de points, ils vont les chercher. C'est une équipe qui se gère parfaitement. Rien à dire. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. On serait dans les chiffres et les lettres, ce serait 9 lettres. Voilà, ça passe, tout passe. Ah, ça passe, ça fait rien 9 lettres. Non, mais policier, ça passe. La référence, c'est pour la Cité de la Peur. Oui, merci. On avait la et tous nos auditeurs ne l'ont pas. Donc, on a des jeunes qui n'ont pas connu, qui étaient nés. Futur, peut-être, qui nous écoutent. Oui, non, s'il te plaît, quand même. Vince, un avis sur ces Chiefs, encore une fois, pas forcément convaincant, mais encore une fois, vainqueur. Vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied parce qu'effectivement, moi je voulais beaucoup parler de ce dernier drive. Patrick Mahomes est rentré sur le terrain avec, cette fois-ci, il n'avait pas seulement 14 secondes pour amener, ou 17 secondes, je ne sais plus combien c'était, pour amener son équipe en distance de field goal, mais effectivement, il avait 4 minutes 35, et il a mené ce drive, avec son coach Andy Reid et le coordinateur offensif forcément, ils ont réussi à mener ce drive à terme, jusqu'au bout, en prenant le temps d'avancer petit à petit. Effectivement, tu l'as dit, ils sont partis déjà des 40 yards, ils n'avaient plus non plus énormément à gagner, et ils ont pris le temps, ils l'ont fait. Ce qui est étonnant, c'est que sur les 3 premiers jeux de ces drives, c'était 3 passes, les 2 premières incomplètes, et la dernière qu'il a réussi à compléter. Donc même malgré ça, malgré les 4 minutes 35 qui lui restaient, ils ont quand même essayé d'envoyer du jeu, d'envoyer des passes. Et ça voulait dire aussi, moi, de ce que j'ai compris en regardant ça, c'est que pour moi, le coach avait confiance en la défense si jamais il marquait rapidement. Donc c'est quand même un gros statement aussi envoyé par le coaching staff, parce que ils disent oui, on peut tenir un drive longtemps, oui, on peut le faire. Par contre, si on marque tout de suite, on pense à la défense, et la défense peut le faire aussi. Donc, moi, je trouve que managérialement parlant, c'est très, très bien pensé, c'est très bien exécuté. Et puis surtout, derrière, il y a la victoire. Alors, certes, ça peut se retourner contre eux. Ils peuvent manquer ce field goal. On l'a vu, le nombre de field goals contrés à la dernière seconde. Les Broncos contre les Chiefs, justement, ça leur arrivait. Les Giants, les Commanders, il y en a énormément. Pour autant, ce qu'on va retenir là, c'est factuel, c'est une victoire. Encore une victoire, comme l'a dit Seb, très étriquée. 2 points d'écart, c'est même pas une possession, c'est moins d'un field goal, quoi. C'est incroyable. Cette saison des Chiefs, c'est cette propension qu'ils ont à toujours retomber sur leurs pattes et à toujours gagner des matchs qui pourtant semblent mal embarqués à un certain point. Je dis à un certain point parce que, voilà, on n'en a pas assez parlé. Leur première mi-temps est très propre. Défensivement, ils sont très propres. 13-0. Ils prennent 0 points. Le troisième quart-temps est une grosse faiblesse, alors qu'avant, c'était plutôt c'est là où ils se remettaient d'aplomb. Et voilà, finalement, ils arrivent à le prendre, et tant mieux pour eux.
moi j'ai une question. Est-ce que vous avez souvenir d'une équipe qui pendant toute une saison a fait des matchs comme ça, gagné d'une possession et est allé Les jusqu'au bout? Vikings. Ah, jusqu'au bout, non. Oui. Ouais, bah, Il y a les Vikings. Vikings, c'est allé jusqu'au bout, excuse-moi. Non, mais attends, j'ai répondu avant la fin de ta phrase. Oui, mais non. Je me demande si ça Bon, bah, il vérifie, doit y ça avoir Eli confirmé. Manning dans le jeu. Mais Ouais, non, on a été. je me demande si une des bagues des Pittsburgh avec Roethlisberger, c'est pas un peu comme ça. Avec Ben, Big Ben. Roethlisberger, tu voulais dire. Ouais, Roethlisberger. Non, je me pose Non, la pas question. Roethlisberger. Rothschild. Oh, ça va. Eh, Compris. tu habites Vous savez très dans bien le que les noms, c'est sud. pas mon truc. Bref, non, Et après, tu vas l'écrire. la question. Je me pose la question si c'est pas s'il n'y a pas une saison comme ça. Bon, bah, c'est qui du coup Moi, je penchais pour les Ravens de 2012, mais il faudrait que je retrouve l'ensemble de leurs matchs parce que je dis ça vraiment sur des souvenirs. Yaya, c'est qui du coup Mais non, Ah, moi, je sais pas, je posais la question parce Ah, que. d'accord. Ah, Non, je parce croyais qu'il y avait une réponse. Ah oui, Non, donc c'était pas le saviez-tu. Hein. Non, sinon Bah j'aurais mis une introduction, mais non, parce que moi, c'est une équipe elle gagne, elle me convainc pas. Alors déjà l'an passé, J'allais dire l'an passé. Hein. J'allais dire les Chiefs de l'an passé. Hein. ouais, mais ils ont quand même fait une série de matchs, mais et puis surtout toute la deuxième partie de saison, ils cachaient leur jeu. Mais est-ce que c'est pas ça la chance du champion? Ah oui. Parce qu'on dit que les Lions sont la chance du champion, mais peut-être que je sais pas si c'est la chance du champion, mais en tout cas c'est la force d'un champion de gagner les matchs qui sont difficiles et qu'ils arrivent à attraper. Ah, est-ce que c'est pas inquiétant quand même pour les adversaires? C'est une question à la volée, c'est pour celui qui veut répondre. Pour les adversaires, on a eu il y a quelques semaines la défaite contre les Bills où on avait dit peut-être que pour s'imposer, et même contre les Broncos ça avait été un petit peu le cas, même si Denver n'avait pas gagné. Pour gêner vraiment ces Chiefs, il faut mettre une pression folle sur Patrick Mahomes. Et Seb en a très bien parlé, il y a une vraie faiblesse du côté de la ligne offensive des Chiefs cette année. Mais là, même en mettant cette pression, ils n'y arrivent pas. Tu vois, les Chargers n'arrivent pas, qui est pourtant l'une des meilleures défenses de la ligue, n'arrivent pas à battre les Chiefs. Les Broncos sont passés près, mais n'y arrivent pas non plus. Bref, même en passant pas loin, à chaque fois, ça finit par pêcher. Donc au final, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Il y a peut-être un cimetière indien sur Arrowhead, finalement. Hein, on va aller savoir. Avec des Chiefs, ce serait normal. Eh oui. Voilà. Bon, Seb, je sais pas si tu as une réponse, mais effectivement, Seb l'avait dit à un moment donné, il va falloir sortir les vaudous, la magie noire ou je ne sais pas quoi, mais oui, il va falloir se poser la question, quoi. Il faut mettre une pression folle sur Mahomes et il faut marquer 30 points ou plus. Parce que les seuls qui les aient battus. Non, mais. Ça fait beaucoup de conditions. Mais oui, non, mais justement, ça fait beaucoup de conditions. Et c'est pour ça que c'est terrifiant pour leurs adversaires à venir. Et ce qui est d'autant plus terrifiant, c'est que moi, je reste persuadé que cette équipe, elle est sur la réserve depuis moi aussi. Depuis le début de la saison. Ils n'ont pas encore passé la seconde. Et quand ils vont le faire, ça va être terrifiant. Je pense qu'il joue effectivement un peu avec le frein à main, oui. C'est ça qui est un peu inquiétant. On a parlé des Chargers de Los Angeles et des Chiefs de Kansas City. Les Chiefs qui sont donc à 12 victoires et une seule défaite. Mais les Chiefs qui ont aussi fait un petit pas, voire même un vrai pas vers le first seed en AFC, puisque les Bills, eux, ont trébuché contre l'autre équipe de Los Angeles, les Rams de Los Angeles. Les Bills qui sont donc battus 44-42 dans un match extrêmement spectaculaire avec Vince, un Puka Nacua absolument intenable malgré un Josh Allen qui a été surperformant une nouvelle fois. Mais quel match! Franchement, quel match celui-là. Tu vas certainement nous poser la question à la fin du podcast. Quel est le match qu'il faut regarder absolument lui, dans cette série?
Ben voilà, le Bills at Rams. Vous pouvez le regarder en entier, lui. Regardez-le. Moi, je pensais que c'était le Giants Saints. Non. Moi, j'avais le Jaguars. Non, mais Titans, tu vois, bon, il vaut mieux regarder même les Broncos qui n'ont pas joué que le Giants Saints. Mais bon, bref. Tu préfères regarder Giants Saints ou Jaguars Titans? Oh non, mais là, non. Non. Alors, on revient sur le débat du départ, s'il te plaît. On parlait d'un très bon match et on va rester sur ce match-là. Quel match! C'était incroyable. Offensivement, ça a été une orgie offensive des deux côtés. Et effectivement, tu l'as noté, il faut le noter tout de suite. Nacua qui a été vraiment très, très, très bon. Au-dessus de tout, il a surnagé, survolé. 162 yards à la réception, 12 réceptions. Il a même été utilisé en running back à certains moments. J'allais y venir, mais 162 yards, 12 réceptions sur 14 targets. Il ne fait que 2 drops de ballon. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. C'est ce que fait Kadarius Toney en un quart de temps. Oui, sauf qu'il a 2 drops, il a 2 targets, donc c'est ça le problème. Mais et en plus de ça, il prend de plus en plus de responsabilités en attaque. On sent qu'on tient une pépite, on l'utilise et il répond présent. Il a eu 5 portées en running back. Pour un receveur, c'est quand même très rare d'avoir une ou deux par match, ça peut arriver. Là, 5 d'un coup, moi je dis bravo. Il s'intègre de plus en plus. On a réussi à l'intégrer. Je vais plutôt dire ça. C'est pas lui qui s'intègre parce qu'il a du talent et c'est normal qu'il s'intègre, mais par contre le staff a vraiment réussi à l'intégrer. Il arrive à jouer avec Matthew Stafford, qui lui aussi fait un très beau match, 23 sur 30, 320 yards à la passe. Et donc 10,7 de moyenne, c'est tout simplement vraiment exceptionnel. Très bon, 132,6 de rating, 0 interception. À noter donc 0 interception des deux côtés, donc c'est aussi quelque chose à voir. On n'en a pas parlé sur le match d'avant, mais effectivement, il n'y a pas d'interception et pas de fumble non plus sur ce match-là. Il y a des matchs très propres. Il y a 0 sac aussi, il n'y a pas de sac non plus. Et j'allais y venir, 0 sac en plus sur ce match-là, donc il y a eu beaucoup de liberté laissée au QB, on le voit dans ces stats-là, qui ont fait qu'en fait, ils ont réussi à écarter le jeu et ça a donné un match ultra spectaculaire. On parlera tout à l'heure des Rams parce qu'on va parler aussi de la NFC West dans sa globalité qui est un peu complètement folle. Yaya, sur les Bills, on a un Josh Allen qui a quand même, malgré tout, malgré la défaite, fait un match stratosphérique, 3 touchdowns à la passe, 3 touchdowns à la course. C'est une grande première dans l'histoire de la NFL. Ouais. Bah écoute, il n'y a plus de superlatifs cette saison pour Josh MVP. Allen. Avec une perf comme ça va être difficile. Déjà qu'il était favori, ça va être difficile de l'enlever. Oui, mais c'est une perte dans la défaite, malheureusement. Ouais, et 10-3, ils vont pas être first seed. Là, maintenant, ils ont perdu le first seed sur ce match. On en avait parlé de cette triptyque qui arrivait là des Bills et qui allait être très importante. Le prochain match c'est contre les Lions, donc dimanche soir d'ailleurs on sera en live. Donc là tout de suite tu as intérêt et tu te mets pas en bonne position quoi, parce que tu vas aller jouer les Lions qui ont pas perdu depuis la week 2. Ça va être compliqué. Donc oui c'est une performance stratosphérique, mais le problème, c'est qu'il a été abandonné par la défense, quoi. Tout ça pour rien, quoi, en quelque sorte. Ouais. Alors non, c'est pas tout ça pour rien parce que du coup, tu mets ça, tu fais quand même une grosse performance qui met tout le monde bien, mais c'est le résultat. Et le problème, c'est je vais faire un poncif, mais seul le résultat compte au final. Après, même si tu lances qu'une seule passe. Et que tu gagnes quand même, tu es content. Regarde Seb, quand Jimmy Garoppolo, en finale de conf, lance 7 ballons dans le match et que ça gagne quand même, tout le monde est content à San Francisco. Donc là, c'est une super grosse performance. En face, du côté des Rams, il y a quand même un génie au coaching qui arrive à sortir le meilleur de tous ses joueurs.
c'est Sean McVay. Au bout d'un moment, il va vraiment falloir qu'on remette Sean McVay au centre des choses parce que c'est un des meilleurs coachs, si ce n'est le meilleur coach de la ligue. Et d'ailleurs, ça s'est senti très vite parce que sur le tout premier drive offensif des Rams, c'est vraiment impressionnant le rouleau compresseur de Los Angeles. On sent tout de suite, Seb, dès les 10 premières minutes, que ça va être un match qui va tourner au festival offensif. Ah, ça a été fou. 6 drives victorieux pour les Rams de Los Angeles. Je ne vais pas citer encore les performances de Stafford et Nakua comme l'ont fait mes collègues, mais il faut noter que d'autres joueurs se sont mis en avant. Cooper Kupp, 2 réceptions, 92 yards, un touchdown, et même Tutu Atwell avec 3 réceptions, 45 yards, mais dont une de ces réceptions décisive sur un 4e down lors du dernier drive de Los Angeles. Alors, la défense était aux abonnés absents du côté des Rams, mais du côté de Buffalo aussi. Et pour Buffalo, justement, même si les Bills ont tout donné, c'est peut-être ce qui a été leur problème. En fait, pour eux, le tournant du match, à mon avis, ça a été ce punt bloqué par Jake Hummel en deuxième quart-temps. C'était le premier punt bloqué pour les Bills depuis la week 14 de 2022. Et c'est ce punt bloqué qui va donner aux Rams une avance de 10 points. Et la défense de Buffalo, elle a été incapable de stopper les Rams, en particulier sur les 3e downs. Los Angeles fait un 11 sur 15 et c'est ça qui va sceller leur sort. Et cette défense, elle est assez inquiétante à la veille d'un déplacement à Détroit comme l'a dit Vince. Allen, au passage, devient le 2e joueur de l'histoire à lancer 3 touchdowns et marquer 3 touchdowns au sol lors du même match. Et tiens, le saviez-tu? Sauriez-vous me dire qui est l'autre joueur? Randall Cunningham? Non. Plus récent? Plus vieux. Ouf. Jouez-vous ceci avec nous et envoyez votre réponse par SMS. Al Bundy a envoyé 4 touchdowns. Beaucoup plus vieux. Alors, accrochez-vous à vos sièges, messieurs. C'est Otto Graham en 1954 dans le NFL Championship Game. Une victoire 56-10 des Browns contre les Lions. Autant dire que ça ne nous rajeunit pas. Hein. Moi, j'avais moins 23 ans. Alors, vous avez qu'à voir. Pourtant, une victoire des Browns, on devrait s'en souvenir. Mais bon, ça c'est... Voilà. On salue nos amis fans de Cleveland. C'est toujours un plaisir de les avoir. Et puis soutien, hein, surtout. Voilà, bonne chance. Hein. Et pour revenir effectivement sur ce qu'a dit Seb, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Nakua pendant un début d'analyse de ce match-là. On oublie aussi Cooper Kupp. C'est vraiment ce duo-là qui est très intéressant et qui marche vraiment bien. On l'a souvent expliqué, quand il y a un receveur star, on met souvent le cornerback, le meilleur, face à lui, et il est souvent pris, voire doublé, ce qui laisse un peu de place aux autres. Si les autres ne prennent pas cette place-là, l'attaque, elle est simplement enrayée, en fait. Là, le problème, c'est que c'est vraiment un monstre à 2 têtes, où on a 2 receveurs stars qui sont vraiment très, très, très bons, très adroits, très agiles, et ils arrivent forcément à trouver des espaces parce qu'ils sont libérés, ils se libèrent l'un et l'autre, en fait. Donc, la défense ne peut... Quand tu as un running back et un receveur, c'est plus facile à contrer. Là, tu as 2 receveurs. Donc, tu mets vraiment tes 2 pions, il faut 2 cornerbacks et avoir un schéma défensif où tu as des safeties qui rentrent. Et forcément, quand tu as les safeties qui vont sur les joueurs, déjà en homme à homme, tu arrives à beaucoup plus avoir de l'espace dans le 2e, 3e rideau, ce qui provoque des grands jeux et ce qui provoque effectivement des belles passes de la part du QB adverse la plupart du temps. Et Cooper Kupp est un excellent coéquipier pour ça. Il n'hésite pas à créer des choses pour les autres. Oui, clairement. Et il peut servir de l'heure, il peut prendre les ballons. Et c'est un joueur extrêmement intelligent dans tout ce qu'il fait. C'est Nakua qui disait qu'il avait beaucoup de chance d'évoluer à ses côtés et qu'il apprenait beaucoup avec lui. Tout à fait. Et c'est pas pour rien qu'il a été, il a été MVP du Super Bowl, je crois. Hein. Quand il gagne. C'est lui. Alors j'ai un gros doute parce que je crois que c'est lui ou Stafford, mais je crois que c'est lui.
Moi, j'aurais dit je pensais qu'il le méritait, mais je pense qu'on l'avait donné à Stafford. Mais je suis plus sûr du tout. C'est le Super Bowl 57, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Donc on va vérifier ça très Et rapidement. il fait une saison où il est en route pour les 2 milliards. Non, c'est 56. Ouais, c'est 56, c'est ce que je veux dire. 56, 57, c'est les Chiefs. C'est Mais Cooper c'était Cup, lui. le MVP. Ouais, Ouais, tout à fait. Ouais, c'est Cooper Cup. C'était Cooper Cup. Comme quoi, j'ai ma mémoire. Oui, t'as pas la mémoire qui flanche, tu te souviens très très bien, c'est parfait. On va parler de la NFC West tant qu'on est avec les Rams. La NFC West, mon cher Seb, c'est toi le spécialiste de cette division. C'est devenu complètement fou. Ça l'est depuis plusieurs semaines, mais alors là, on n'y voit quasiment plus rien. On va commencer par les 49ers et puis on fera les Seahawks après. On a les 49ers qui n'ont pas dit leur dernier mot et qui se sont peut-être offert leur premier succès convaincant depuis plusieurs semaines. Je ne peux que abonder en ton sens. Une victoire très très large, 38-13 contre Chicago. N'oublions pas tout de même que ce n'était que Chicago. Chicago actuellement, c'est une équipe qui est à la dérive. Hein. Quand tu as viré ton head coach, c'est pas forcément que les choses vont bien. San Francisco qui a assez rapidement mené 24-0 à la mi-temps. Brock Purdy qui s'est retrouvé avec un 20 sur 25, 325 yards et 2 touchdowns. George Kittle, qui a été le receveur du match, 6 réceptions en 6 targets pour 151 yards, dont 5 réceptions et 130 yards en première mi-temps, où il a été redoutable sur les screen pass. Joan Jennings continue à s'imposer dans ce backfield avec 7 réceptions sur 8 targets et 90 yards. Et puis, alors, révélation, il s'était déjà montré, mais Isaac Guerrero qui s'est montré à la hauteur de la situation pour ses débuts de starter avec 15 courses, 70 yards et 2 touchdowns. Et il ajoute 2 réceptions et 50 yards. C'est une belle découverte de cet effectif, ce joueur. 452 yards générés contre 162 petits yards pour les Bears, qui avaient gagné 4 yards au total en première mi-temps. C'était le plus petit total pour un club depuis 2000. Et puis, toujours du côté des Niners, une grosse défense qui stoppe Chicago sur 5 possessions consécutives. Les Niners ont levé un peu le pied en deuxième mi-temps. Purdy a pris un très très gros hit dans le 4e quart-temps, mais il reviendra pour un dernier drive victorieux. Alors, certes, San Francisco se donne un petit peu d'air, mais ils vont avoir besoin de chance et d'un petit coup de main quand même pour accéder aux playoffs. On va quand même pas bouder notre plaisir de voir à nouveau les Niners gagner. Enfin, moi en tout cas, je vais pas bouder le mien. Alors, vas-y. Ouais, moi je pense que surtout la vraie bonne nouvelle, c'est ce qui est sorti dans la presse avant le match, c'est-à-dire que San Francisco voulait, dès cet été, re-signer Brock Purdy. Ce match, excuse-moi Seb, hein, c'est vrai que ça fait du bob au cœur, mais c'est un train qui arrive à l'heure. Oui, mais complètement. Chicago est à 0-6 à l'extérieur, ils n'ont pas gagné un match. Donc, c'est les matchs qu'il faut gagner. Ça fait parce qu'ils n'ont pas joué à New York. Mais nous, on a le sens de l'hospitalité, monsieur. D'accord. Et quand tu dis New York, c'est pas beau de parler des Jets comme ça qui. Je n'ai pas précisé laquelle. Voilà, qui depuis 2010 n'a toujours pas allé en playoff. Tiens, allez hop. Pas partenaire de malheur. Non, mais je pense que surtout la vraie info, c'est Brock Purdy qui va avoir droit à son extension durant l'été avec un petit peu d'avance sur le timing et ce qui est justice. Ouais, après sur le match, effectivement, il y a Seb l'a très bien résumé, ça fait du bien, il a très bien repris, c'est contre les Bears. Il faut pas oublier quand même que les Bears en début de saison et même jusqu'à une bonne partie de la saison, on disait qu'ils avaient une place à jouer, une carte à jouer. Là, ils s'effondrent un peu, mais bon, voilà, ça reste quand même une équipe qui on espérait un petit peu mieux quand même cette saison, surtout après les déclarations de Caleb Williams au tout début. Maintenant,
Il y a eu, encore une fois, beaucoup d'absents du côté des Niners. On n'en a pas reparlé, mais ça fait vraiment beaucoup. Je me Et demande... attention parce que Isaac Guerrero va être son pied aurait une blessure au pied qui va être vérifiée dans les prochaines heures. Sans déjà Mason et sans McCaffrey, si Guerrero venait à être blessé aussi, ça commencerait à faire beaucoup. Hein. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire, Flav. Effectivement, il y a eu beaucoup de blessés. C'est pour ça que Seb disait une vraie révélation sur Isaac Guerrero. Et oui, une révélation grâce ou à cause d'eux, je ne sais pas, mais des blessures des deux running backs qui étaient là avant lui dans la rotation. À noter aussi quand même les 7 sacs pris par les Bears, donc contre cette défense des Niners, sans Nick Bosa, qui est connu pour être le meilleur pass rusher de l'équipe. Donc c'est quand même beaucoup de points positifs. À voir quand est-ce que cette équipe arrivera à être encore entière, à jouer entière, sans blesser. Ça va être dur de toute façon pour cette saison, hein, on le sait bien. Je pense que Sébastien avait fait une petite croix dessus, même s'il y a toujours un petit peu d'espoir. Ils sont à 8% de chance d'après NFL.com. Et 4% d'être champion de division. Voilà. Le truc, c'est que cette division est très très serrée. On va continuer d'en parler, mais voilà, ça, quoi qu'il arrive, c'est du baume au cœur, ça fait du bien à prendre, et il fallait la prendre, comme l'a dit Yaya, ils l'ont prise, et avec la manière. Le problème, c'est que c'est ce qu'on disait depuis plusieurs semaines, c'est que non seulement cette division est très serrée, mais qu'en plus, il y aura qu'un seul élu, très probablement pour les playoffs, puisque déjà la NFC Nord va en squatter pas mal des wildcards, donc ça risque d'être compliqué, et ils vont en squatter 2, et il y a de fortes chances que les Commanders prennent la 3e. Donc, attention. alors il y a des chances, on va dire, pas de fortes chances, il y a des chances. Mais en tout cas, ça va être tendu, et c'est vrai que on avait des 49ers qui avaient 7% de chance avant la week 14 d'être champion de division, ils en ont plus que 4. Pourquoi ? Parce que les Seahawks de Seattle se sont imposés 30-18 face aux Cardinals. Alors les Cardinals, ils étaient en tête de division il y a encore 2 semaines de ça, ils se retrouvent maintenant dernier ou avant-dernier, je n'ai pas regardé le tie-breaker avec les 49ers, mais ils sont à égalité avec les 49ers. Ils sont avant-dernier. Voilà, c'est un peu la glissade pour nos amis d'Arizona. Par contre, Vince, quel match de Zach Charbonnet. Il n'y avait pas Kenneth Walker pour les Seahawks. Et ben Zach Charbonnet a très bien répondu. Oui, exactement. Encore un match très fort de la part d'un running back des Seahawks. Ça commence à être un petit peu alors j'allais pas dire une habitude, mais une marque de fabrique. Les Seahawks qui se reposent beaucoup sur leur jeu au sol. Là, il nous fait vraiment un très très bon match avec 134 yards de course, 6 yards de moyenne en 22 portées. Donc oui, c'est une très belle surprise. Et en plus de ça, il a une belle disposition à la passe aussi, puisqu'il a quand même 7 réceptions sur 7 tentatives, sur 7 targets, pardon. Donc 100% de complétion pour lui. C'est un très très bon match dans son ensemble, puisque au total, il est à 134 yards à la course et 59 yards à la passe. Donc il frôle tout juste les 200 yards. Et cette équipe des Seahawks, de manière générale, elle continue son petit bonhomme de chemin. Elle sait qu'elle a son destin en main. Elle ne se prend pas la tête. Ils vont jouer contre des rivaux de division à l'extérieur. On sait qu'ils ont une mauvaise passe en ce moment, mais comme tu l'as dit, c'était les premiers de la division il n'y a pas si longtemps que ça. Si je ne me trompe pas, les Seahawks, ils ont gagné leurs 3 matchs à l'extérieur dans la division. Donc, grosse performance des Seahawks cette année dans la division. Et puis sur ce match-là, que dire, Geno Smith, il est quasiment parfait, 24 sur 30, 233 yards, 1 TD, 0 interception. Il a donné vraiment la balle dans le bon tempo chaque fois, en prenant son temps de temps en temps derrière sa ligne, qui a été assez solide, mais par moments un peu poreuse, je dirais. Ça a été un peu bizarre, mais bon, il s'en est toujours bien sorti, et c'est un quarterback qui est quand même assez mobile, donc voilà, ça donne un très très bon match, une grosse victoire quand même dans l'optique des playoffs. Les Seattle Seahawks sont très très bien partis pour y arriver en tout cas.
Dans une division qui est extrêmement serrée, les Seahawks ont frappé un grand coup dimanche. Oui. Oui. Mais surtout, ils ont écarté Arizona, qui on pensait s'était positionné, mais depuis 2 semaines. Enfin, ils ont laissé passer leur chance du côté d'Arizona, je pense. Complètement. Et c'est paradoxal parce que Arizona, cette période-là, novembre-décembre, c'est plutôt celle où ils se remettent en route. Et là, ils sont en train de s'effondrer, clairement. Les 2 interceptions de suite de Kyler Murray, ça leur a apporté ça fait très très mal. Et puis il y a eu ce field goal manqué, un field goal de 40 yards qui aurait pu les faire revenir à 6 points. Field goal qui est loupé. Et là, tu as senti que ça a mis un coup de bambou sur tout l'effectif. Ouais. Parce que je pense que malgré tout, Arizona n'a pas l'effectif bâti pour pouvoir rebondir de ce type de déboire en cours de match. Et là, ça a été flagrant sur cette rencontre. Et puis, quand tu perds 2 ballons et qu'en face, ça en perd pas, qu'est-ce que tu peux faire? Et en fait, ils avaient le destin entre leurs mains. Ça y est, il échappe complètement. Donc du coup... Est-ce qu'on peut parler d'un TF Hackers? Parce que quand on a fait le podcast il y a 2 semaines et demie sur les bonnes surprises de la saison et qu'on a cité les Cardinals, depuis, voilà. Ça reste quand même une bonne surprise. Oui. C'est juste que là, pour le moment, ils ont un gros coup de mou, c'est sûr. Ils auront peut-être pas en play-off, mais ça reste quand même une bonne surprise. Qui les attendait à ce niveau-là dans la course au play-off après la week, alors je dirais pas la week 14, mais allez, on va dire la week 13 ou la week 12. C'est-à-dire que en fait, une saison complète de Kyler Murray, on pensait qu'il pourrait aller chercher autre chose. Mais là, ça boite maintenant, quoi. Et puis surtout, tu perds à domicile contre un rival de division. Ils ont un record de 4 victoires, 3 défaites à domicile. Ça fait tâche, quoi. Et pas comme ça contre un rival de division. Et c'est le gars qui est 0-7 à domicile qui vous le dit. Mais... Voilà. Alors, L'accable pas, le pauvre, c'est déjà assez compliqué pour lui, s'il te plaît. Oui, voilà. mais tu vois, en fait, Flav, il a j'ai juste dire comment gagner des matchs à domicile. toi, t'es le mec dans la cour d'école, dès qu'un mec tombait, tu lui mettais des coups de pied Non, au pas lieu du tout, de parce que je ne suis pas violent, tu le sais. De toute façon, c'est la preuve que si. tout le monde est bien au courant que s'il y avait un match Jets contre Giants, ça finirait par un match nul parce que personne ne peut gagner à domicile. Et Donc, probablement un 0-0 même, c'est ça qui est triste. L'année dernière, c'est quoi? C'est un 6-3 ou... Oui, c'est vrai. Ouais, c'est absolument fantastique. Alors, je vous propose, maintenant qu'on en est réduit à parler de ces deux matchs absolument détestables, qu'on repasse un petit peu dans quelque chose d'offensivement plus emballant avec nos amis des Vikings, qu'on disait apathiques ces dernières semaines, qu'on disait... qui gagnait un peu au forceps. On se rappelle de leur victoire la semaine dernière contre les Cardinals. C'était poussif. C'était pas terrible, c'était pas brillant. Et la voilà Tipa, que nos amis de Minnesota nous claquent 42 points contre les Falcons, avec 5 touchdowns lancés par Sam Darnold, 3 vers Jordan Addison, 2 vers Justin Jefferson, qui est resté depuis beaucoup trop longtemps pour lui, sans marquer de touchdown. Bref, Seb, une performance quasi parfaite des Vikings. Performance quasi parfaite, une équipe qui retrouve les capacités explosives de son attaque, un Sam Darnold qui lance 5 touchdowns et qui nous fait un 22 sur 28 pour 347 yards. Les receveurs ont été intenables. Jordan Addison, 8 réceptions, 133 yards, 3 touchdowns. Justin Jefferson, 7 réceptions, 132 yards, 2 touchdowns. Là-dessus, au sol, on rajoute Aaron Jones avec 13 courses, 73 yards et un touchdown. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Le match est complet. C'était la spéciale. Darnold qui réussit 5 passes de 20 yards ou plus
et 5 passes de 15 yards ou plus dans les airs, ainsi que 3 de 30 yards ou plus dans les airs, ce qui signifie que son total de 345 yards, il est loin d'être constitué uniquement de yards after catch, et ça veut dire beaucoup sur la performance du QB. Et puis le duo Addison-Jefferson qui a fonctionné, en fait, tel que les Vikings en rêvent depuis qu'ils ont drafté Jordan Addison. Cette équipe, elle a marqué 21 points de suite en 4e quart-temps, alors que le score était de 21-21. Ils ont transformé un match serré en raclée. Et surtout, très important, c'est que c'est une victoire qui leur permet de rester au contact de Détroit au classement. Ouais, et on en parlait tout à l'heure avec les Rams, ce duo de receveurs, c'est exactement la même chose ici. Ils ont drafté Addison dans cette optique-là, de libérer à la fois Jefferson et que Jefferson fasse de la place pour Addison. Moi, ce que je noterais surtout, c'est que Jefferson, hier, effectivement, il a 1 yard de moins en total yard que Addison, mais par contre, il est à 7 sur 7 en réception, quand Addison est à 8 sur 12. La sûreté des mains de Jefferson, surtout pour des passes très longues, on l'a vu se balader dans le backfield des Falcons sur ce touchdown. On se dit, mais comment c'est possible que de laisser un tel receveur avec une telle capacité de réception et une telle force aussi libre et aussi mais alors je crois qu'il y avait 20 yards sans qu'il y ait personne. Non mais le safety c'est casser la binette pour non, il n'y a pas que ça. Regarde ce que fait le corner qui, j'ai l'impression, prend sa zone et a l'air de soudain se rappeler qu'en fait on joue en homme à homme et qui se rend compte que c'est trop tard, quoi. Quand il s'en rend compte, le mal est fait et c'est vraiment un blown up coverage, comme disent les commentateurs US. C'était terrible. Regardez ce que fait le corner sur ce jeu-là, c'est lunaire. C'est une action à montrer dans toutes les écoles pour ne pas faire pareil. Oui, c'est un peu ça avec Atlanta en ce moment. On parlait d'Arizona. Les Falcons, ils font un peu pareil, quoi, j'ai l'impression. Oui. En fait, les Falcons, on a vanté leur défense sur ces 2-3 dernières semaines qui avait été plutôt bonne. Même avec les défaites contre les Chargers, ça avait été défensivement que ça avait tenu et offensivement que ça avait pêché. Là, on a l'impression que ils ont touché le fond et que à la fois offensivement et à la fois défensivement, ça peinait ce dimanche-là. Et ça devient très inquiétant parce qu'ils sont quand même sur 4 défaites de suite. Alors après, offensivement, excuse-moi Yaya, je te coupe peut-être l'air sur le cul, mais on a beaucoup parlé de l'offense des Vikings, effectivement, parce qu'ils ont mis 42 points. Mais le plus gros receveur de la partie, il est du côté des Falcons. C'est Darrell Mooney qui fait 142 yards à la réception. Je dirais pas qu'il est gros. 6 sur 7. Et surtout, il faut pas oublier que sur l'ensemble du match, Atlanta produit plus de yards offensifs que Minnesota. Oui, d'accord. Tu mets 3 ballons. T'as 3 turnovers. Non, mais je suis d'accord. Non, mais attention. Il y en a un qui fait 5 touchdowns et l'autre en fait 0. Quoi. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Le seul truc, c'est que il faut bien se rendre compte que c'est dans l'efficacité que Atlanta a pêché, quand les Vikings, au contraire, ont été très présents dans cette efficacité-là, en récupérant les ballons qu'il fallait, et en produisant et en arrivant à contrôler le match. Mais pour autant, les Falcons n'ont pas été non plus complètement à la ramasse. Il ne faut pas l'oublier, et Seb l'a dit, à la fin du 3e quart, il y avait quand même 21-21. Mais dans le money time, mais quand ça compte. Pourtant, c'est leur spécialité au Falcons, ce Money Time. Mais... ravive pas des souvenirs. Que... Pas mon genre. Non. Pas mon genre. Surtout pas un 28 mars. Bref. Ceux qui ont la ref auront compris. Voilà. Salut Jordan, si tu nous écoutes. Et on a un fan en France, on a le 49-3, là-bas ils ont le 28-3. C'est ça. On a un fan des Falcons aussi dans notre Discord, d'ailleurs, qu'on vous invite à rejoindre si vous ne l'avez pas fait encore. Le Discord est ouvert à tout le monde. Mais Nathieu aussi à la base. Mais Nathieu, il est fan de tout le monde. Il aime tout le monde. Lui, c'est un bisounours, notre Nathieu. Il y a que les Jets qu'il n'aime pas. Oui, bon. Les Jets, il n'aime pas non plus. C'est ça qui est bien.
La question qui vient pour les Falcons, c'est un peu la même que celle pour les Cardinals. Est-ce qu'ils ont eux aussi laissé passer leur chance parce qu'ils avaient quand même une avance confortable en tête de la division NFC Sud. Ils en sont à 4 défaites de suite. Les Buccaneers sont repassés devant ce dimanche. Est-ce qu'ils ont laissé passer leur chance? Alors, moi, je vais reprendre une expression chère à Seb. Cette division, c'est une pétaudière. Tout ce qu'on peut dire une semaine sera faux la semaine d'après. Mais c'est pour ça que je vous en fais parler toutes les semaines. C'est pour me marrer après quand vous faites des prédictions foireuses. Le truc, c'est que Tampa Bay a repris la main depuis le retour de Mike Evans. Ils ont gagné cette semaine contre des petits Raiders. Les Raiders qui, ça va être très très compliqué cette fin de saison puisqu'ils ont perdu O'Connell. En plus. Donc Desmond Ridder. Ouais, Okay. Qu'est-ce qu'il est bon. Voilà, super. Non, mais j'ai peur que le momentum, pour l'instant, est pour Tampa Bay qui s'est relevé de son trou d'air. Maintenant, Atlanta, en termes de potentiel offensif et même défensif, parce que quand leur pass rush est en place, et c'est intéressant ce qu'ils ont quand même. Seb, il aime bien le pass rush d'Atlanta en plus. Ouais. Mais je sais que c'est un fan du pass rush d'Atlanta. Ils ont remis un peu depuis quelques semaines. Mais là, le truc, c'est que je ne sais pas quoi ils jouent. Ils ont des skills players et. Notre ami fan des Falcons dans le Discord communautaire, qui s'appelle Inuit, nous dit d'ailleurs, est-ce que c'est un choc de la part des Falcons ou à quoi est-ce qu'on identifie cette baisse de régime? Est-ce que la réponse n'est pas simplement aux performances de Kirk Cousins? Il est évident que c'est lié. Notre ami Kirko, qui, je le rappelle, donc est un moins bon quarterback que Daniel Jones, depuis la week 10, c'est 0 touchdown et 8 interceptions. Et donc, qui dit 0 touchdown dit mais pas un seul touchdown marqué par les airs depuis tout ce temps. Et hier, il nous fait un 23 sur 37, c'est bien. 344 yards, c'est bien. 2 interceptions. Ça, c'est pas bien. Il n'a pas été capable de trouver Kyle Pitts dans le garbage time, et ces 2 interceptions, il y en a une qui arrive sur une mauvaise décision et l'autre sur une passe qui est carrément ratée. Après, il est sympathique. Après, ils sont un petit peu mis là-dedans eux-mêmes. Ils prennent 127 yards de pénalité sur le match. Il y a le fumble de Ray McLeod sur un retour de kick-off qui n'a pas aidé. Qui est très vilain. Qui est très vilain. Mais malgré cela, Atlanta, il reste à une victoire de Tampa Bay au classement. Ils sont 4-1 dans la division. Ils ont les tiebreakers sur Tampa. Et là, ils ont les Raiders, les Giants qui arrivent. C'est à leur portée. S'ils veulent se refaire la cerise. Et les Panthers encore. Maintenant. Ils auront ensuite Washington. Ça va peut-être être un peu plus compliqué. Et les Panthers en fin de, en fin de saison. C'est eux qui ont la clé du first pick en fait. C'est Atlanta. Ils jouent les Raiders et les Giants. S'ils en laissent gagner un des deux, ils leur flinguent le first pick. Donc moi je dirais perdre contre les Raiders. Ils sont dans un creux, mais il n'y a pas très longtemps, Tampa Bay aussi était dans un creux, et un sacré creux. Effectivement, les performances actuelles de Cousins sont inquiétantes, mais je ne donnerai pas les Falcons pour mort pour le moment. Et attends, moi, il y a un truc que je trouve nauséabond autour de la franchise, c'est les fans à Atlanta qui appellent à changer le quarterback déjà. J'allais dire. D'accord. Est-ce qu'on en est à lancer Michael Penix? Mais non. Mais t'es dans le rush. Alors, je pose une question qui se pose sur tous les sites américains. On n'a pas le droit de lancer les nerfs, c'est interdit par la loi. Mais j'ai réussi à le faire rire. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que là, t'es dans la course. Tu peux pas changer. Tu peux pas faire une expérimentation. Tu l'as fait quand ta saison est bouclée. Si effectivement tu perds les 2 matchs contre Giants et Raiders, enfin dans l'autre sens. À mon avis, ça ira pas jusque là. Tu perds juste contre les Raiders et ils virent. Oui, c'est possible.
Mais J'en suis sûr. oui, mais tu as toujours une chance. Parce qu'après, ça va dépendre. Mais je suis d'accord avec toi. Mais je te dis ce que la franchise va faire, moi. Après, S'ils perdent contre les Raiders, ils sont capables surtout, de... tu mets le salaire de Kirko sur le banc. Et oui. Après, il sera gentil et riche, comme ça. La prochaine week, donc la prochaine semaine, le week-end prochain, c'est les Buccaneers qui se déplacent chez les Chargers et effectivement les Falcons qui vont chez les Raiders, avec les Raiders qui ont perdu leur quarterback blessé par les Buccaneers. Ça, c'est un gros cadeau qu'on leur a fait. Maintenant... Oui, mais alors attention, parce que j'en reviens, et là, il n'y a pas de blague, à Desmond Ridder qui va rejouer contre les Falcons. Non, mais moi, je suis bien d'accord avec toi. Desmond Ridder, très bon joueur. S'il fait un seul match dans sa saison, Desmond Ridder, ça va être contre les Falcons. Mais pour autant, le match des Buccaneers chez les Chargers risque d'être autrement plus compliqué que le match des Falcons à Vegas. Donc, si prochain match ici, Tampa Bay perd et les Falcons gagnent, les Falcons redeviennent premiers de division. Ouais. C'est juste ça, en fait. Mais c'est comme ça, la semaine prochaine, on pourra en reparler. Mais bien sûr. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est pas parce qu'ils seront premiers de division à la fin de la semaine prochaine, s'ils le sont, que pour autant ils seront premiers à la fin non plus. Donc, laissons le temps. Kirk Cousins, pour le moment, c'est le QB qui les a amenés jusque-là cette saison, alors que, et en faisant des très très beaux matchs en début de saison, certes, il a un coup de moins bien, qu'il se serve des 2 matchs à venir contre des équipes qu'on qualifiera de purges, notamment une qui joue en bleu, et il se ressaisira et il arrivera à avancer. Je rigole, Yaya. La pire des équipes, c'est les Raiders. Je vais rigoler si Kirk Cousins se lance 5 touchdowns contre les Giants. On pourra voir. Ou alors qu'il joue contre Tim Boyle, voir si Tim Boyle est meilleur que Kirk Cousins ou pas. S'il vous plaît. Alors les gars, si Tim Boyle bat Kirk Cousins, mais vous en prenez pour 20 ans. Parce que je veux pas dire, mais il y a eu une déclaration de Brian Daboll, moi, qui me met la puce à l'oreille. On va parler des Giants une seconde, mais juste une, parce que leur match de dimanche vaut pas plus. Qui a dit Drew Lock restera titulaire pour le match de la semaine prochaine si les tests qu'il passe sur son état physique sont bons. Ce qui voudrait dire qu'il aurait peut-être un petit pépin, Drew Lock. Bref. Et alors là, je crois que on arrive sur le tunnel Tim Boyle. Il y a quelqu'un dans ce podcast qui va finir tout nu si ça. Il y a de l'espoir. J'ai déjà dégrafé 3 boutons de ma chemise. Je suis prêt. On n'en peut plus. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on a ? On a d'autres matchs au programme de cette magnifique semaine 14, notamment nos amis de Miami contre les Jets. Tiens, le Jets Miami 26-32 en faveur de Miami après prolongation. Le saviez-vous, c'est un scorigami, les amis ? Oui. Est-ce que vous saviez ? Eh oui, le scorigami. J'ai lu ton excellent article, mon cher. C'est un score inédit dans l'histoire de la NFL, le 1097e score inédit dans l'histoire de la NFL. Il n'y avait jamais eu de 32-26 dans toute l'histoire de la NFL. Voilà. Et c'est fait. Alors c'est fait notamment parce qu'il n'y a pas de conversion sur les touchdowns en prolongation, puisqu'il n'y a pas besoin si c'est la première équipe qui marque. Bref. Toujours est-il que les Dolphins se sont imposés, ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai envie de dire, ils retrouvent les fondamentaux, Tua Tagovailoa, Tyreek Hill, et ils peuvent encore rêver aux playoffs. Qui vous voulez ? Oui, tout à fait, ils gardent Qui y croit aux playoffs ? Allons-y comme ça. C'est un peu plus complexe, mais c'est vrai qu'ils gardent leurs espoirs en vie. Ils marquent 11 points consécutifs dans le 4e quart-temps pour arracher cette overtime. Et puis ensuite, ils ont remporté le toss et 8 jeux 70 yards plus tard, Jonnu Smith qui fait 3 réceptions. On n'avait pas vu du match. Qu'on n'avait pas eu du match. Il fait 3 réceptions, 44 yards sur ce drive et il marque le touchdown. Tua Tagovailoa, effectivement, qui se rassure, 331 yards, 2 touchdowns, 0 sac encaissé. Belle performance de sa ligne. Il s'est pris un petit plaquage tardif, les mains dans le casque à un moment. On a eu peur. Oui, dès qu'on touche sa tête. Hein. Et à un moment, il est parti, il est parti à la course et tout le monde a retenu son souffle. Oui.
Il Quand a il a glissé. slidé, ouais. Et même les adversaires ont peur en fait. Ah oui. C'est ça. Non, il mais a pas c'est, besoin de faire il a pas besoin de faire un fake slide, lui. Ils ont déjà peur. Mais c'est vrai que tu as senti dans le stade que ça, voilà, qu'il y avait une espèce de souffle là qui s'élevait, en se demandant ce qui allait se passer. Dieu merci, tout s'est bien passé. Tyreek Hill, 10 réceptions, 115 yards et un touchdown. Et c'est lui qui permet à Miami de se sortir d'une ornière offensive dans laquelle ils étaient tombés en troisième quart-temps. Pendant ce quart-temps, ils vont faire seulement 7 jeux offensifs, nos amis des Dolphins. Et Tyreek Hill donc, va les sortir de cette ornière, notamment en convertissant une 4e et 4 en touchdown. Et c'est ce qui a lancé le comeback de Miami, qui était alors mené. Et puis il ajoutera une autre réception sur le dernier drive du temps réglementaire qui permettra de mettre en place le field goal d'égalisation. Alors on parlait des espoirs de play-off. Il reste en vie, mais il reste mince. 13,8% d'après ESPN. C'est pas fifou. Non, c'est pas fifou, mais c'est déjà 13 fois plus que les Saints. Ce serait déjà pas mal. Est-ce que toi, tu y crois, Yaya, aux Dolphins? J'ai du mal à y croire. Moi, cette équipe, j'arrive pas. C'est un peu le même problème, je te coupe, mais c'est un peu le même problème qu'en NFC avec la NFC Nord qui prend 3 places, enfin qui prend 2 places de wildcard. Là, on a la FC West qui risque d'en prendre 2 aussi. Donc bon, ça peut être compliqué pour les autres d'aller chercher un spot en wildcard. Complètement, et sachant que les Ravens vont en prendre un aussi. Mais il y a des chances, oui. Donc, et qui pourront plus être champions de division. Donc en fait, il faut espérer que les Broncos ou les Chargers ratent leur fin de saison. C'est ça. Donc, bon. Et puis cette équipe, elle n'inspire pas la confiance quand même. Ça a boité pendant une grosse partie du match. À un moment, on pensait même, Aaron Rodgers pensait que le match était gagné, qu'il avait fait son drive, et patatras derrière. Très belle performance d'Aaron Rodgers d'ailleurs. Et si il le re-signait. Non, je rigole. C'était juste pour faire réagir les fans des Jets. Voilà. Les fans des Jets, alors, c'est une boutade. On sait très bien que vous en voulez plus. On enverra l'adresse de Flav. On sait très bien que vous en voulez plus. On a très bien compris. Mais pour autant, il fait une belle performance hier. Ouais. Ouais, mais puis, il en fait une sur 14 saisons, sur 14 semaines. Je dis pas l'inverse, mais Et puis avec Davante Adams, voilà, ils sont connectés. Garrett Wilson aussi. Enfin voilà, il y a du show quoi. Wilson, il n'était pas seul au monde ce jour-là. Exactement. Voilà, tout à fait, pour ceux qui ont la ref. Non, mais bon, après, pour revenir, les Dolphins, ça va être très compliqué. Il va falloir des concours de circonstances. Et on connaît à quel point c'est dur pour eux d'aller jouer quand il fait froid. Donc, une équipe qui elle, oui, Vince, tu voulais... Non, mais les Dolphins, malheureusement, ont beaucoup trop subi pendant la blessure de Tua, et je ne le répéterai jamais assez. Qui marche que si tout va bien. Oui, mais je ne le répéterai jamais assez. C'est la difficulté d'avoir un QB gaucher quand tu as un backup QB droitier. Tous tes schémas de bloc sont différents. C'est pour ça que les QB droitiers n'arrivent pas à prendre le backup des QB gauchers. Les schémas de bloc sont différents. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Même le timing de remise avec le running, il est différent. C'est pas pareil. Donc, et puis bon, intrinsèquement, c'est quand même malheureusement il se blesse trop, il est beaucoup trop blessé au niveau de la tête, mais ça reste un très bon QB. Toi, tu refuserais de mettre un quarterback gaucher? Non, pas du tout. Mais non, si tu as un quarterback gaucher, tu mets un backup gaucher. Ben, il faut essayer en tout cas. En fait, c'est le schéma de bloc. Il faut bien comprendre, c'est le schéma de bloc qui est important. On protège toujours prioritairement le dos du quarterback. Ouais. Donc, mais soit tu inverses tes gars de ligne, chose qui est possible. Hein. Ton tackle droit, tu le fais passer avec ta tackle gauche, et en fait, tu fais tous tes jeux symétriques. Pourquoi pas, ouais. Soit tu adaptes tout, et il faut adapter, c'est compliqué. Même les pas de recul sont pas identiques. Quand on recule pas réellement dans l'axe, on est toujours un petit peu déporté. Donc bon, voilà, c'est un peu, c'est pas si évident que ça. Très bien. Ça, c'était une équipe qui pourrait peut-être se qualifier, mais on en a une qui s'est qualifiée, les amis. Et oui,
On voit la type 1 qui s'est qualifiée. Les Philadelphia Eagles qui sont officiellement en play-off pour cette saison 2024. Une victoire face aux Panthers 22-16. Une victoire qui n'a pas été forcément facile, mais on va en reparler parce que j'ai une question là-dessus. On commence à être un peu habitué avec les Panthers qui frisent l'exploit chaque semaine. Ça a déjà été le cas contre les Chiefs. Là, Philadelphie a été quand même bien embêté et Yaya, je suis désolé, mais ça va être pour toi la question. On a encore un Saquon Barkley qui marche sur l'eau, 120 yards encore hier. C'est pas étonnant. Non, c'est pas étonnant, mais par contre, un Jalen Hurts plus mi-figue, mi-raisin. Oui, mais est-ce qu'il y avait besoin d'un Jalen Hurts quand t'as un Saquon Barkley qui défonce toutes les lignes Et puis on le savait, contre les Panthers, leur grosse faiblesse, c'est la défense contre la course. Tous les running backs ont fait des gros matchs quasiment contre les Panthers. Mais 124 yards, ok, il n'y a pas de touchdown, c'est Jalen Hurts qui touche-push. D'ailleurs, le touche-push, il va vraiment falloir faire quelque chose parce que c'est... Bref. C'est une plaie. Voilà, tout à fait. Qui est-ce qui a tenté? C'est les Bills qui en ont tenté un? Non, c'est... j'aurais dit les Bears, moi, non? Peut-être, non. Non, les Bears, ils sont jamais arrivés jusqu'à la red zone. Non, mais effectivement, j'ai vu une équipe qui l'a foiré. Que les Bills, ils en ont raté un avant de réussir le deuxième, il me semble. Hein. C'était eux contre les Rams. Mais bon, bref, peu importe. Oui, vas-y, mon gars. Non, et puis voilà, Saquon Barkley, c'est un joueur prime. Maintenant qu'il a une ligne, parce qu'il n'a jamais eu quand il était dans son équipe précédente, voilà, on voit à quoi ça ressemble un numéro 2 de draft, Rookie of the Year offensif. Voilà. Et le gars, il revit. Et en plus, il revient dans son état natal. Il revit. Donc, pour moi, rien de nouveau sous le soleil. Hein. On sait que c'était un top joueur. Il a pris ce qu'il fallait en termes d'argent. Et je pense qu'il aurait pu aller en chercher beaucoup plus ailleurs. Et il a voulu aller chercher quelque chose du côté de Philadelphie. Et puis, il apporte beaucoup. Donc voilà. Et puis, il y a tout dans cette équipe. Elle est ultra complète. Il y a une ligne très, très forte. Le quarterback, tu l'as dit, Jalen Hurts, il n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Un Jake Elliott un peu moins précis que les autres années, quand même. Au niveau des équipes spéciales et du kicker, c'est quand même moins. C'est une impression que j'ai pas ses stats sous les yeux, mais j'ai l'impression que c'est moins fifou que il a manqué un field goal de 52 yards dimanche. Il y avait beaucoup de vent. Il fait un 0 sur 5 sur les coups de pied à 50 yards ou plus. Je crois que c'est le plus long, c'est 49 yards qu'il a fait cette saison. C'est ça. Il a manqué une transformation également. Et du coup, d'ailleurs, sur leur dernier drive, c'est ce qui les oblige à punter, Philadelphie, parce que leur dernier drive s'arrête sur les 36 yards de Carolina. Les 36 yards de Carolina, ça fait un coup de pied à 54 yards. Et 54 yards, leur kicker l'a pas dans la jambe. Et donc, ils sont obligés de punter sur ce dernier drive. Son plus long cette année, c'était 49. Et ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Voilà, ça plus leur tendance à commencer les matchs en attaque un petit peu doucement, parce que je crois qu'on est toujours à 0 points marqués en 10 matchs pour Philadelphie. Attention à ces tendances-là, ça pourrait être dangereux quand les playoffs vont commencer. Hein. Ils ont de la marge, je trouve qu'ils ont de la marge. Moi, je trouve qu'ils donnent la marge aussi. Par contre, c'est vrai que là, ça fait un match un peu de traînard contre ces Panthers. Moi, j'ai noté surtout que Jalen Hurts se prend 4 sacs. C'est pas glorieux. Et il a beaucoup de pression sur lui. Sa ligne Alors, bizarrement, il y a eu beaucoup de courses aussi. Donc, est-ce que... je sais pas, est-ce que l'équipe s'est vraiment focus sur le jeu de course et moins sur le pass protect? J'en sais rien. Il y a quand même eu 21 lancers de ballon comptabilisés, hein, donc ça n'a pas sans compter ceux qui sont lancés dans les tribunes et tout, mais 21 lancers de ballon, 20 portés juste pour Saquon Barkley en rush. Donc on va dire que vraiment, sur l'offense, Saquon Barkley a quasiment un ballon sur 2.
Et malgré ça, ils arrivent à gagner. Ils arrivent pas. La défense des Panthers n'a pas réellement trouvé de solution, même si il n'encaisse que entre guillemets 22 points. Bon, voilà. Les Eagles s'en sortent. À noter Bryce Young quand même qui ne fait pas un si mauvais match que ça. Dans les stats, ça se voit pas tant que ça. Qui a même été plutôt bon. Voilà, notamment un moment où il se sort de sa end zone Oui. pour retrouver Adam Thielen sur le côté. Beaucoup Franchement, mobilité. on sent qu'il a progressé, hein, très clairement. On sent qu'il a progressé. Il avait vraiment aucune confiance lui-même envers son jeu, envers sa ligne, envers son équipe. Le passage de Andy Dalton lui a permis de voir un peu beaucoup de choses, de comprendre un peu le jeu, et ça lui a permis de se refocus sur lui-même. Je trouve qu'en tout cas, il fait plaisir à voir dans sa progression. J'espère qu'on lui laissera un petit peu sa chance encore, avec une ligne un petit peu plus offensive, un petit peu plus impactante, dure. Mais en tout cas, je dirais pas que c'est prometteur, mais en tout cas, c'est un petit peu plus rassurant de savoir qu'il a été drafté aussi haut et de le voir là. Justement, j'ai une question sur les Panthers. C'est le réveil un peu de Carolina, trop tard pour cette saison. Mais est-ce que finalement, ils sont pas plus séduisants que les Giants, que les Jaguars, que les Raiders? Bah oui. Moi, clairement, oui. Et puis surtout, ils accrochent tout, quoi. C'est un peu poil à gratter, hein, comme équipe. Oui, c'est des équipes qui s'accrochent. Elles s'accrochent. Il faudrait que je regarde un petit peu. Là, j'ai plus leur calendrier de la saison sous les yeux. Mais je pense que oui. Là, depuis que Bryce Young est revenu, je crois pas qu'ils aient perdu beaucoup de fois plus d'une possession. Il est revenu en quel week déjà? Week 8 9, 8 ou 9. Ouais. Oui, c'est... Sur ce match-là, faut pas oublier que à la limite, pour eux, ça se joue sur un ballon relâché par les Jets. Par les Jets en fin sinon, il y a touchdown, hein, en fin de match, parce que sinon c'est dedans. Et il lâche la balle. Alors il joue un petit peu l'intox, le ralenti est impitoyable. Il lâche la balle quand il se jette au sol. Ça se joue à ça. Hein. Après, le jeu suivant, parce qu'il joue la 4e, ça fonctionne pas, mais ça se joue à pas grand-chose. Hein, s'ils avaient fait chuter Philadelphie, alors ça remettait pas en jeu la saison des Eagles, mais pour Carolina, ça faisait un chouette trophée accroché au mur. Hein. Quelques semaines après avoir perdu contre les Chiefs de 3 points, après les avoir presque emmenés en prolongation, oui, c'est sûr que ça faisait quand même. Et en plus, là, c'était à l'extérieur, c'était à Philadelphie. Alors, en fait, je viens de regarder le calendrier. Depuis la week 8, donc ils ont perdu contre les Broncos, et je crois que c'était le retour de Bryce Young, ce match-là, de mémoire. Ensuite, ils battent les Saints, ils battent les Giants, ils sont en bye week, ils perdent contre les Chiefs de 3 points, ils perdent contre les Bucks de 3 points, et ils perdent contre les Eagles de 3 points. C'est dire comme cette équipe est vraiment poil à gratter. Les Eagles. De 6, pardon, 6 d'une possession, pardon, effectivement. Donc tout ça pour dire que oui, c'est une équipe qui est vraiment poil à gratter, qui joue sa chance à fond, et puis en fait, là, ils y vont, ils essaient de se libérer, et puis je pense que dans la dynamique d'équipe, moi je trouve que c'est très positif pour la saison qui arrive. Exactement, moi je pense qu'ils travaillent déjà pour l'année prochaine. On savait que c'était une saison qui allait être de travail. En plus, ils vont prendre un bon tour à la draft. Oui. Alors, pas excellent, mais un bon tour. Oui, de toute façon, dès que tu as des premiers tours, en général, ça va. Oui. Mais là, vraiment, ils vont pouvoir se renforcer. C'est l'équipe qui progresse et qui lâche pas. Et on aurait pu penser à pire après la semaine 2. Et force est de constater, c'est que ils sont bien drivés par leur coach. Maintenant, Bryce Young, tu l'as dit, prend de l'épaisseur, prend le poste. Il a été lancé dans le grand bain tout de suite. Il a failli se noyer, on l'a ressorti du bain et on l'a remis après une fois qu'on l'a calmé. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais c'est une équipe qui va être extrêmement intéressante à regarder l'année prochaine, voir comment ils vont continuer à progresser. Même, j'irais même avant l'année prochaine, parce que j'aimerais bien voir comment ils vont la construire, cette équipe. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire à l'intersaison. J'espère très franchement qu'ils vont baser la reconstruction sur au moins
un apport offensif que j'utilise beaucoup, soupape de sécurité, genre tie-end ou un running back qui a des mains pour pouvoir sortir un petit peu. Je pense que l'ajout de ces deux pièces-là pourrait être un vrai plus pour Bryce Young et pour lui donner confiance encore un petit peu plus dans cette offensive. Et de la ligne. Mais la ligne, j'ai envie de dire, à partir du moment où Bryce Young commence à avoir de la mobilité et qu'ils arrivent en plus à avoir une soupape de sécurité, la ligne, elle arrivera dans un second temps. Parce que la prise de confiance de cette ligne-là, elle viendra avec les matchs. D'accord. Un petit mot sur les Steelers, les Pittsburgh Steelers, qui avaient l'occasion, s'ils battaient les Browns de Cleveland, et on sait que ça s'était mal passé il y a 2 semaines sous la neige, tout simplement de prendre un match d'avance encore sur les Ravens, qui ne jouaient pas eux cette semaine. J'ai envie de dire, Seb, objectif rempli pour les Steelers. Objectif rempli, une victoire 27-14 contre Cleveland. La défense a brillé pour Pittsburgh en limitant à moins de 200 yards une attaque aérienne qui en avait cumulé plus de 400 jeudi dernier, même pas loin de 600 si on compte les interceptions relancées par l'adversaire. Et surtout, ils ont limité le jeu au sol à 104 yards. Ils ont enregistré 16 pressions sur le quarterback, 3 sacs. Ils ont provoqué 3 turnovers. Ils sont premiers de la ligue dans cette catégorie. C'est vraiment leur force principale. Et en attaque, Wilson a eu un peu de misère face au rush en début de rencontre, puisqu'il est à 1 sur 6 et moins 1 yard quand il a été mis sous pression lors de cette première mi-temps. Mais il s'est ajusté, et en deuxième mi-temps, il fait un 3 sur 5, 61 yards, un touchdown, quand il est sous pression. Il a été mis sous pression lors de 39% de ses tentatives de passe. Il termine finalement avec un 15 sur 26, 158 yards, 2 touchdowns, ce qui est plutôt bien quand on sait que sa cible principale, George Pickens, était absente. Et maintenant, je pense que Pittsburgh, ils visent carrément leur première victoire en play-off depuis 2016, voire leur premier match en play-off à domicile depuis 2020. Ils ont changé d'échelle. Et puis, bien sûr, Mike Tomlin, lui, s'est assuré une nouvelle saison à plus de 10 victoires. Le business as usual. Tu me tends une perche, mon cher Seb, puisque j'ai une question qui est sur notre Discord, qui est qui des Steelers ou des Vikings ira le plus loin en playoff selon vous? Comme tu as parlé de la première victoire en playoff. C'est-à-dire que Steelers a l'air plus costaud, mais Vikings, c'est plus... Mais en même temps, l'AFC n'est-elle pas plus dure que la NFC? Oui, mais les Steelers ont plus de chances de recevoir, alors que les Vikings vont se déplacer. Oui. Oui. C'est possible. On connaît la proportion, de nos amis à Corn de choquer en playoff. Ils sont coutumiers. Alors là, je pense que sur la playoff picture actuelle, ils doivent être chez les Buccaneers, si j'ai pas de bêtises. Ils doivent être tête de série 5, je pense, les Vikings. Et les Buccaneers 4. Ils n'auront pas l'habitude de la chaleur. Sam Darnold va prendre des coups de soleil et puis voilà quoi. C'est possible. Donc toi, tu mets les Steelers, Vince aussi? Oui, même si dans la playoff picture actuelle, c'est des Broncos qui s'y déplacent. Oui, je vois les Steelers. Ah oui, alors donc les Steelers. Alors, je vois les Steelers parce que ils vont baisser dans le ranking. Mais c'est surtout moi ce qui change beaucoup, c'est Mike Tomlin. C'est incroyable. Il va falloir vraiment qu'on se penche là-dessus. Non, mais c'est fou. Ils sont. Je trouve ça vraiment incroyable cette longévité en tant que coach à toujours gagner dans cette division très très compliquée. T'es sûr qu'ils vont baisser dans le ranking, Yaya? Parce qu'ils sont 3 là. Il faudrait que Houston passe devant, quoi. Ouais, mais ils jouent encore les Eagles, les Ravens, les Chiefs et les Bengals. Hein. Ouais, oui, non, mais faut que Houston réussisse. Il y a 2 matchs d'avance, donc bon, je pense que bon, enfin, on verra bien. Mais en tout cas, plutôt Ravens, plutôt Steelers. Et toi, Seb? Oui, moi, j'irai vers les Steelers qui iraient le plus loin pour les mêmes raisons que celles avancées par mes éminents collègues. Enfin, tes collègues. Mais oui, c'est éminent collègue quand même. Ils ont beaucoup de chances de recevoir pour le moment. Donc, si je devais mettre une pièce sur les deux, moi j'irais avec Pittsburgh.
Et puis Et l'assurance Mike Tomlin, quoi. Ça, Voilà. ça nous permet de saluer tous nos copains de l'AFC Nord, Romain de Steelers France, Kachou des Ravens, bref, tous les copains de l'AFC Nord et Tutur des Bengals. Oh non, et Romain. On finit pas Tutur quand même. Non, on peut pas. Juste pour revenir sur le match très rapidement, à noter quand même côté Browns le bon match de Jerry Jeudy qui fait des belles réceptions assez complexes au final et il s'en sort plutôt pas mal, surtout en Ouais, première c'est mi-temps. parce qu'il a des ballons lancés divinement par Saint James Winston, c'est pour ça que Non, c'est parce que c'est génial. un ancien Broncos, c'est pour ça que je le signale. C'est pour ça qu'il y arrive. Bien, les amis, on passe au MVP de la soirée. Votre MVP de cette 14e semaine de compétition, Yaya. Merci. J'y ai pas pensé. Oui, c'est vrai que c'était pas marqué sur le conducteur que je t'ai envoyé il y a maintenant de ça 12 heures. Allez, je vais mettre Jared Goff. Parce qu'on n'a pas parlé, mais les Lions qui gagnent. C'était un très bon match aussi d'ailleurs, le Lions-Packers. Et du coup, on n'en a pas parlé, mais voilà. Jeudi, et qu'on parle rarement des matchs du jeudi, mais effectivement. Ouais, les Lions qui caracolent en tête et qui ont pris encore une marche par rapport aux Packers, pardon. Oui, mais c'est pas eux leur adversaire en fait. Je pense que leur adversaire c'est les Eagles, c'est pour le first seed et voilà. Donc c'est pour ça que je voulais signaler ça. Très bien. Vince. J'aurais bien mis Tim Boyle parce qu'il a très très bien su chauffer son banc, mais je vais plutôt partir sur notre cher Nacua des Rams. Sur Puka Nacua, très bien. Et Seb? Eh bien moi, la décision fut... Non, elle n'a pas été si compliquée que ça, mais j'ai été obligé de tricher, Flav, et tu vois très bien où je veux en venir, parce que j'ai pas choisi un joueur, j'ai choisi un entraîneur, et plus exactement, la partie d'une anatomie très particulière d'un entraîneur. Je veux qu'on parle de l'énorme paire de testibourses de Dan Campbell, qui jeudi soir, à 30 secondes de la fin d'un match, 31 partout, et alors qu'il est à portée de field goal, joue un 4e down, non seulement pour épuiser le temps, mais en plus pour être sûr que son coup de pied passera à la fin du temps réglementaire. Et ben ça, je vous jure que je l'avais jamais vu, et il faut quand même un courage et une confiance dans son effectif incroyable pour faire cet appel de jeu-là. Parce que Campbell qui joue un 4e down... il mérite le coach de l'année, rien que pour ça. Campbell qui joue un 4e down, c'est business as usual. Mais jouer celui-là à ce moment-là, eh ben, je me suis dit, il faut en avoir une paire, mais en acier trempé, quoi. Et rien que pour ça, c'est exceptionnellement, c'est lui mon MVP de la semaine. Oui. Ça, en fait, il parle à son vestiaire en faisant ça. Il parle à son attaque en disant, les gars... On en a parlé sur le Discord. C'est l'échange qu'on a eu sur le Discord juste après. Ouais, c'est plus ça, en fait. En fait, le truc, c'est... Ouais, les gars, bah, ok. Moi, en fait, c'est plus... Je vous suis, les gars, j'ai confiance en vous. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a l'effectif pour le faire, et son effectif sait qu'il le sait. Donc, quand il dit « on y va », ben ouais, on y va, il n'y a pas de problème et c'est naturel. Avoue quand même que c'est un appel qui est gonflé à ce moment-là du jeu. Puis, on en a parlé, mais en faisant ça, non seulement il construit sa victoire parce que ça mène à une victoire, mais en plus de ça, il amène son équipe dans le momentum des playoffs, là, parce qu'on en est vraiment plus très loin, mais il tire tout le monde. Et là, il dit, les gars, moi aussi, je sais porter mes responsabilités, je vais à la guerre avec vous et on gagnera ensemble. Et ben moi je dis. Et je sais pas si vous avez vu cette stat incroyable, mais 3 ans jour pour jour avant la victoire contre les Packers le 5 décembre il y a 3 ans, Dan Campbell gagnait le premier match de sa carrière avec les Lions. Ils étaient à ce moment-là à 1 victoire et 10 défaites des 3, et ils sont maintenant à 12 victoires et 1 défaite 3 ans plus tard. Jour pour jour, c'est quand même assez incroyable la progression de cette équipe qui est en train de devenir vraiment la coqueluche de cette saison. Surtout qu'on se souvient que pendant cette saison-là, il est arrivé en conférence de presse en pleurs, en chialant quoi, et en disant moi mes gars, ils donnent tout à l'entraînement, ils bossent dur,
moi je suis derrière, machin, et qu'on n'ait pas les résultats escomptés, ça me fait chier, mais pas Le pour travail moi, mais paye pour eux. toujours. Ouais. Et vraiment ce qu'il fait avec cette équipe, comment il les drive. Moi j'étais un sceptique de Dan Campbell, il me fait monter dans le trou. On rappelle qu'il a coaché chez les Saints de Nouvelle-Orléans, je rappelle ça comme ça. Oui, bon, ça. Juste avant Seb, j'aurais bien voulu savoir combien de joueurs NFL souhaiteraient pouvoir jouer sous Dan Campbell. Je pense que ça doit être quand même assez gros, parce que c'est vrai que quand on le voit comme ça en fait de l'extérieur, on a vraiment envie de jouer avec lui. Il n'y a pas tant de free agent, hein. Ici, il n'y a pas tant de free agent que ça. Hein. Ben ouais, mais bon, regarde comment il bâtit son équipe, quoi. Je sais pas. Ouais, voilà, il n'a pas besoin, parce qu'en fait, il va via la draft et quelques trades, notamment parce qu'il fallait en avoir aussi, hein, des testibourses en acier, pour pouvoir trader Matt Stafford contre Jared Goff. Parce que c'est ça, en fait, la construction, c'est de dire, tu as ton franchise quarterback que tu vas trader contre un contender, contre un mec dont plus personne ne veut, ou Jared Goff, qui est un ancien numéro 1 de la draft, lui aussi, est jeté en pâture. Tu le récupères, tu perds des matchs, tout le monde défèque sur ton quarterback, toi tu le soutiens, et regarde maintenant. On sent que c'est 5 minutes qui auraient pu très mal tourner au niveau du langage, mais qui finalement sont restées plutôt pas mal. Fleury. Ça aurait pu être pire. Hein. Ça aurait une dernière chose. Oui, mais avec Flav, c'est plutôt Fleury mais Régis, hein, mais bon. Une dernière chose, la semaine dernière, on parlait du first pick en NFC. Est-ce que Philadelphie peut et là, Détroit, ils viennent de dire, vous voulez le first pick, il va falloir l'arracher des mains de notre cadavre. Le first seed, pardon. Il va falloir l'arracher des mains de notre cadavre, parce qu'ils n'ont pas l'intention de le lâcher. Non, ça c'est très clair. Et malgré tout, Philadelphie, ils ont une bonne tête, hein, quand même. Je les vois quand même malgré tout. Enfin, on va pas fan des Giants qui dit ça, je ne comprends plus ce podcast paravolo. On vous invite à aller réécouter le podcast sur le first seed de la semaine dernière. Je porte le mauvais œil, tu sais bien. Meilleur match de la semaine, Bills-Rams. Oui. Okay. Oui. Très bien. Les résultats de cette 14e semaine de compétition NFL, les Lions s'imposent donc 34-31 et tournent à 12 victoires et 1 défaite face aux Packers de Green Bay. Les Jaguars se sont imposés 10-6 face aux Titans du Tennessee, avec un très beau pronostic de Yaya qui nous avait dit que les Titans ne gagneraient plus un match jusqu'à la fin de saison. Les Jaguars. Les Jaguars. C'est le pire qui pouvait leur arriver, écoute. Hein. Les Dolphins, on en a connu qui gagnaient, tu sais, la dernière journée alors qu'ils ne devaient pas aussi, hein, tu sais, ça arrive tous les ans. Les Dolphins qui s'imposent donc 32-26 face aux Jets, c'était en prolongation, les Jets 14e saison consécutive sans playoff pour New York, c'est la seule franchise en MLB, NHL, NFL et NBA à ne pas s'être qualifiée depuis 14 saisons en playoff. Voilà. Même les Pistons l'ont fait. Oui, c'est dire. Les Vikings s'imposent 42-21 face aux... écoute, c'est ce que j'ai vu, hein. Tu vérifieras. 2007, je crois, les Pistons. On verra, on vérifiera. Les Vikings 42-21 face aux Falcons, les Saints qui s'imposent 14-11 face aux Giants sur un magnifique field goal bloqué à la dernière seconde par Brian Bresee, qui a d'ailleurs fait un très beau saut de haie. Vous noterez le magnifique saut de haie sur ce field goal bloqué. Les Eagles s'imposent 22-16. Non mais alors, ce que j'aime bien sur le saut de haie, c'est que si vous regardez l'action dans son intégralité, je sais plus qui est le joueur derrière Brian Bresee, mais il lui tape sur l'épaule en lui montrant le joueur au-dessus de qui il doit sauter. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il lui tape sur l'épaule, et il lui montre le gars, et il lui fait un signe de tête. Et 2 secondes après, il saute au-dessus de ce gars-là, il va bloquer le field goal. Donc, à mon avis, c'était parfaitement, comment dirons-nous, travaillé. Et ça m'étonnerait pas, puisque
On rappellera que Darren Rizzi est ancien coach des special teams des Saints de Nouvelle-Orléans avant d'être head coach, et qu'il a l'un des taux de field goal réussis les moins importants depuis qu'il a pris l'équipe. Les gens se ratent les uns derrière les autres. Youngoku en a raté, Dustin Hopkins en a raté, et maintenant c'est au tour de notre ami Graham Gano. Il n'a pas raté, il s'est fait bloquer. Oui, il a raté quand même. Comme le penalty qui est pas arrêté ou qui est mis à côté, peu importe, il n'y a pas marqué, quoi. 22 SS pour les Eagles, donc contre les Panthers, les Steelers qui s'imposent 27-14 contre les Browns, les Buccaneers 28-13 face aux Raiders, les Seahawks, ceux qui gagnent 30-18 face aux Cardinals, les Rams, ceux qui gagnent, donc ça on en a largement parlé, 44-42 face aux Bills, et les 49ers qui s'imposent 38-13 face aux Bears. J'ai oublié les Chiefs. Comment l'oublier, les Chiefs? Victoire 19-17 face aux Chargers. Un dernier match qui se joue. Alors vous aurez le résultat, mais nous on l'a pas encore. Entre les Bengals et les Cowboys, c'est dans la nuit de lundi à mardi pour ce qui ressemble fort au match de la dernière chance pour l'un comme pour l'autre, si tant est que chance il y ait encore. Voilà, ça c'est un autre problème. Avant de refermer le podcast, 2 infos. La première, c'est que le podcast du milieu de semaine portera notamment sur la polémique Aziz Al-Shahir, mais aussi plus généralement sur l'arbitrage en NFL, et on aura Wake avec nous puisque Seb ne sera pas là. Ah mon Seb, tu n'es pas là. Oui, ça arrive. C'est le seul jour de congé qu'il prend, Seb. Voilà, c'est le seul jour de congé que TFA m'accorde, donc voilà. je le prends. Et Wake sera et tu seras bien sûr un congé sans solde. Ah bah, évidemment, ça va pas avoir des congés payés non plus. Hein. C'est évident. Et alors, je voulais en profiter aussi dans ce podcast pour saluer nos 2 Français qui ont été sélectionnés membres du programme international des joueurs. Donc, Joachim Trouabal, qui est l'ancien joueur de rugby à 15, et Maceo Baird, rugby à 7, oui, bon, il a joué à 15 aussi, et Maceo Baird, qui est aussi le DB des Paris Mousquetaires, qui va donc rentrer dans le programme international de la NFL pour la promotion 2025. On salue notamment Maceo qui avait été avec nous pendant un podcast ELF, et ça nous fait très très plaisir de le voir pouvoir tenter sa chance en NFL. On espère le retrouver très vite dans un roster, et si possible dans un roster actif, ça nous ferait plaisir. Il avait été meilleur défenseur en ELF en 2023. Voilà pour la petite dédicace et le petit coucou amical à notre ami Maceo. Les amis, merci Seb, merci Yaya, merci Vince. On se retrouve très vite. On se retrouve dès jeudi pour le 2e podcast de la semaine de Tailgate. Écoutez la NBA, écoutez la NFL, écoutez la NHL, écoutez la MLB sur TFA et lisez les articles comme d'habitude. On se retrouve très vite. Bonne semaine à tous. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Bye.